J'ai appris à parler, mais je n'ai jamais entendu le son de ma voix. Mes parents ont découvert que j'étais sourde, que j'avais 9 mois. Un tracteur est passé derrière moi et la haie s'est tombée sur le goudron d'un fracas épouvantable. Tout le monde a sursauté sauf moi. Ils m'ont pris au début assez rapidement avec un ORL et cet ORL a confirmé que j'étais sourde profonde de naissance. Il y a effectivement beaucoup de préjugés avec la surdité, le premier d'autrui, sur égale muet. C'est évidemment absolument faux, parce que, vous voyez, je parle, et vous n'êtes absolument rien. On assimile la non-compréhension à une déficience intellectuelle. Les sourds ont des problèmes d'audition, mais le cordes vocales ne sont absolument pas touchées. La première fois que j'en ai vraiment pris conscience, c'est lorsque j'ai entendu en face de moi une personne dire que je ne comprends rien, elle parle très mal. Ça a vraiment été une claque à double titre, parce que ça se fait en public, il y a eu l'humiliation qui va avec. Et la deuxième chose, je me suis dit, finalement, à quoi ça sert de se taper de l'orthophonie toutes les semaines, pendant que les autres s'amusent. Ils ont essayé de me faire comprendre que le bruit que je pouvais entendre pouvait également être produit par la voix. Et ensuite, il a fallu retrouver des mots. On a travaillé également des sons qui étaient plus difficiles, le S, le R, qui pour moi était épouvantable. Ça a vraiment été une construction qui a duré plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années. Je suis arrivée au 3e dans un établissement où tout le monde se connaissait plus ou moins depuis la maternelle. Le professeur faisait très attention à moi. J'étais systématiquement au premier rang. Donc assez rapidement, j'ai eu l'étiquette, la paillote, alors que je n'étais absolument pas mon attention. J'avais plus envie d'être au fond de la classe, à me cacher. Donc je n'ai pas eu d'amis durant toute cette année de 3e. Ça a laissé des traces, parce que même quand je suis passée au seconde, le bouche-à-oreille s'était fait. On a conscience de ce handicap, mais il y a une projection dans le futur qui ne se fait pas quand on est au primaire. À ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience des limites que la société me faisait. Par exemple, je voyais tous mes camarades qui rêvaient d'être pompiers, maîtresses. Et moi, quand j'exprimais un rêve, on me disait « Oui, mais Virginie, n'oublie pas, tu es sourde ». On me faisait passer à toutes mes limites. Ça a généré des angoisses en moi. On m'a imposé une profession, un futur qui ne sera pas forcément ce que j'aurais souhaité. Donc j'ai mis un bouclier sur mes rêves, mes envies, mes ambitions. Je n'avais pas de modèle. On a cherché sur Internet, dans la télévision, mais c'était plus des chanteurs. Et avec mon édition, la chanson, la musique, on oublie. C'est ça aussi que j'ai mal vécu. Je me retrouvais vraiment seule avec mes questions. Et il y a eu également l'impact sur ma vision de la vie de couple. Et que des auteurs s'intéressaient à moi, mais que finalement on va me cantonner à une étiquette qui est le handicap. Et ne pas vouloir aller voir derrière. Je savais que physiquement j'étais plutôt mignonne, mais j'avais peur en fait que ce soit juste pour des coups d'asseoir, en gros pour profiter de moi. Donc on a effectivement moins de candidats, mais ce sont des candidats qui veulent voir au-delà du physique. À 18 ans, je m'embarque. C'est évidemment peser la question de savoir ce que j'allais faire par la suite. Et j'ai passé au droit, parce que je m'étais rendu compte que comme j'avais un handicap, les gens ne s'intéressaient pas vraiment à moi, à ce que j'avais à dire, à ce que je pensais. Je me suis aperçue que je n'étais pas la seule, qu'on n'écoutait pas, qu'on ne prenait pas en considération. Donc j'avais décidé d'être une avocate de l'orphelin, de l'étranger, de la personne qui ne pouvait pas s'exprimer pour une raison ou une autre. Il y avait un petit peu le côté héroïque, super-héros, qui va sauver la vie des gens. Donc, j'ai commencé mes études de droit et évidemment, la question première était comment récupérer les cours dans un office de 2000 places. Donc, première réaction, je vais aller voir le professeur, je leur demande s'ils pouvaient me mettre leurs cours à disposition. J'avais 9 profs et sur les 9 profs, aucun m'a accepté. Je me suis dit, ce n'est pas la bonne méthode. La victoire que j'avais arrachée, c'est d'avoir accès gratuitement à la photocopieuse de l'université pour photocopier la fin de mes cours. Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme juriste en entreprise. Je me demandais si des clients accepteraient de me faire confiance du fait de ma surdité. Parce que dit surdité dit problème de compréhension, quiproquo, etc. Mais j'avais tellement peur de passer à côté d'une information capitale, de ne pas rebondir dessus. Donc j'avais choisi de ne pas faire du contentieux, mais plutôt du conseil. Donc j'ai eu un entretien au cabinet d'avocats notamment, qui s'était très mal passé. L'un des associés qui m'avait reçu me dit « Je ne comprends pas comment des personnes comme vous peuvent prétendre
exercer la profession d'avocat. Je me suis dit, waouh, vous ne me l'avez jamais fait celle-là. Ça m'a mis en colère, je me suis dit, quel connard. Et je lui ai répondu du tac au tac, eh bien c'est très simple, si vous le passez, eh bien vous n'avez rien compris à la profession d'avocat, puisqu'on est là pour défendre des victimes, on est là pour défendre des personnes, on ne soit pas capable de se défendre tout seul. Quand on a un parcours comme l'on a, on sait ce que c'est de se battre, on ne lâchera pas l'affaire. Et je trouve qu'à l'issue de cet entretien, c'est une proposition de poste, mais que j'ai refusé, parce que j'ai refusé de travailler à l'intérieur comme ça. Ce qui m'a donné envie d'être coach, c'est que j'ai eu énormément de moments dans ma vie où je me suis posé des questions inutiles. J'ai voulu travailler ma confiance en moi, donc j'ai fait du coaching professionnel. Et ce coaching professionnel m'a appris à m'affirmer, à poser mes limites. Mais à côté de ça, je me rendais bien compte que les autres personnes en situation de handicap que je connaissais traversaient les mêmes problèmes inutiles. Et donc, j'ai commencé à partager un petit peu mes découvertes, mes clés de réussite et de bonheur. Et donc, j'ai décidé de faire mon métier. Quand on est différent, on est attentif à la différence des autres. C'est un rêve pour moi d'automne, bien sûr. Je ne fais pas d'obsession, je vis très bien comme je suis. Si un jour j'ai une baguette magique, je serais ravie d'atteindre un peu. J'ai envie d'atteindre, évidemment, mes enfants, mon mari, mes amis, rire, les petites blagues. J'adorerais entendre également tous les bruits de la nature. Quand je fais une promenade, entendre le vent dans les arbres, entendre les petits animaux, le pépiment des oiseaux. Alors je dirais à la Virginie du Yamato, crois en toi, va jusqu'au bout de tes rêves. Ton handicap, effectivement, ne te facilitera pas toujours la vie au départ, mais en revanche, grâce à ton handicap, tu vas rencontrer des personnes absolument incroyables, avec ta différence. Une fois, on ne t'oublie pas. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on va s'ennuyer avec la norme. On va rechercher la différence. Parce que finalement, c'est la différence qui enrichit.